Bonjour à tous, merci et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour cette Oracle Modern Data Management Day. Donc, je suis Manon Mancel, je suis chef de projet marketing chez Oracle France et je vais donc vous accompagner tout au long de cette matinée. Donc, merci à ceux qui nous rejoignent, voilà, aux clients, à nos partenaires qui nous rejoignent ici au siège Oracle France, mais également donc à distance. On retransmet cet événement via Zoom, toute cette partie conférence. Et donc, je vais présenter en quelques mots l'outil. Voilà, petit aparté pour ceux qui se trouvent à distance. Donc, vous avez la possibilité de rentrer en communication avec nous et pour ça, c'est très simple. Il suffit juste donc de cliquer sur le bouton Q&A qui se trouve en bas de votre écran. Donc, toutes vos questions, on les adressera soit à l'écrit durant l'événement, soit à l'oral. En fait, on aura une session donc dédiée, voilà, en toute fin de conférence. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir tous vos doutes et toutes vos questions. Le slide de Safe Harbor, donc juste pour vous rappeler que tous les contenus qui sont adressés, qui vont être présentés ce matin, n'ont pas valeur de contrat. Et donc, j'ai le plaisir ce matin d'être entourée de plusieurs intervenants pour cet Oracle Modern Data Management Day. Donc, on retrouvera durant la présentation Jackie Bouskila et Salim Ouribi, qui sont tous deux Cloud System Engineers chez Oracle France. Avec nous également ce matin, on a le privilège donc d'accueillir Cyril Laurie, qui est senior manager chez AMD, donc AMD partenaire technologique Oracle. Également avec nous ce matin, Dario Visser, donc directeur Cloud System Solution Business Development au niveau Oracle IMIA. Donc Dario qui nous fera une keynote autour de toute la moderne data platform. Et enfin, et je vais l'inviter à me rejoindre, donc Stéphane Laplaçotte, Cloud System en charge directeur Cloud System France. Stéphane, c'est à toi. Je vous souhaite à tous un bon événement. Et encore une fois, pour ceux à distance, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. À tout à l'heure, Stéphane. Merci beaucoup, Manon. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes 2 heures ensemble ici pour parler, en effet, pour aborder la thématique du moderne data management, un sujet clé. Restez bien jusqu'au bout puisque vous allez avoir l'occasion, après ces sessions, de pouvoir échanger le nouveau avec tous vos correspondants Oracle. Je tiens également, en complément de ce que vient de préciser Manon, pour ceux qui sont sur place, de profiter de la présence de Sophia Schneider, qui est juste ici, qui est notre South IMIA en charge de Cloud System. Et donc, bonjour à tous, moi je suis Stéphane Laplaçotte. Je dirige nouvellement l'activité Cloud System pour la France. Donc, Cloud System, pour rappel, eh bien, c'est toutes les solutions d'infrastructure matérielle servant les serveurs de stockage, les serveurs de données, les serveurs d'application. Et mon arrivée coïncide, et je suis encore plus enthousiaste avec cette arrivée-là, qu'elle coïncide avec une année extrêmement riche pour Oracle et extrêmement riche également pour Cloud System, puisque nous avons cette année lancé tout un tas de nouvelles innovations, notamment les nouvelles versions de la famille Exadata, de la famille ZLRA, RA Recovery Appliance, mais également une toute nouvelle innovation qui est le Compute Cloud at Customer, et bien, qui permet de faire tourner vos middleware, vos applications dans un modèle Cloud at Customer au même titre que vous l'avez pour la partie Exadata, la partie data. Alors, tout au long de cette matinée, nous allons parler de Modern Data Management Platform. Mais je pense qu'il est important de remettre en importance cette notion également de data convergence. La data convergence, eh bien, il faut bien comprendre que nous sommes maintenant dans la 3e vague de ce qu'on appelle la grande notion de données d'entreprise. Quand je vois les couleurs sombres de mes cheveux qui deviennent gris et certains, je pense que nous sommes beaucoup à avoir déjà vécu les 2 premières, notamment la première, qui est la vague du process management. Donc, nous avions des entreprises qui étaient très orientées process, avec les business process management qui nous ont mené bien, tout ce qui était notion de business application, de dashboard. La 2e vague, qui était en effet beaucoup plus data oriented et qui nous a mené, là aussi, la notion d'analyse prédictive, d'analyse prescriptive. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, l'IA générative, le machine learning
vont nous amener une troisième vague qu'il va nous falloir correctement exploiter. Elle est source d'un formidable potentiel pour toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. 92% aujourd'hui, et c'est une étude qui date de 2022, 92% des entreprises, des grandes entreprises dans le monde aujourd'hui trouvent un ROI, un retour sur investissement, dès lors qu'ils lancent des sujets autour de la data et autour de l'intelligence artificielle. Par contre, la grande question va être, est-ce que ces organisations, toutes les organisations, sont-elles correctement prêtes à pouvoir exploiter toute la richesse qui vont faire que cette troisième vague va leur apporter, va être nécessaire face aux enjeux. Et en effet, on le voit que les entreprises vont être confrontées à devoir gérer, à devoir éviter de créer des nouveaux silos. La multiplicité des formats, que ce soit sur des données plus de type structuré, historiquement relationnel pour tout ce qui est Oracle, mais également on va retrouver des sujets, des formats de type graphe, des sujets de type spatial, texte, mais également toutes les nouvelles applications qui vont nécessiter encore plus de contexte, encore plus de temps réel. Et c'est là où va arriver une nouvelle notion de données extrêmement importante, stratégique pour nous, qui sont les données vectorielles. Les données vectorielles, en effet, qui ne sont pas des données de type fixe, comme on pouvait l'avoir jusqu'à présent. Donc, toute cette typologie, cette variété de données, comment les grandes organisations sont prêtes, en effet, à pouvoir les gérer, à s'en occuper. Et puis, cette convergence de données, finalement, est-ce qu'elle vise pas un enjeu encore plus important maintenant pour les grandes organisations? Nous avons bien sûr des enjeux qui sont stratégiques, tactiques, mais un enjeu qui est extrêmement important et clé va être là aussi le changement climatique, le développement durable. Et là aussi, sur ces sujets-là, comment la démarche moderne data management, vous allez le voir ce matin, peut emmener là aussi les organisations à apporter une réponse à ces sujets-là. Et je souhaiterais partager un exemple. Nous avions cette semaine, en même temps que Sophia, la visite d'Amit Kanda, qui est notre vice-président en charge de tout ce qui est mission critique technologie et product management. Et il nous a partagé un cas réel, et je ne résiste pas à l'envie de vous le partager là aussi. On parle beaucoup de performance, de sécurité. Évidemment, ce sont des sujets clés. Maintenant, il nous a partagé un élément clé stratégique pour des grandes entreprises. C'est comment les solutions cloud system, comment Oracle accompagne ses clients là aussi, grâce à cette démarche-là, de pouvoir là aussi avoir une notion de consolidation. La consolidation, si nous n'avons pas une notion de data convergée, on va avoir beaucoup de mal. Cet exemple que vous avez là, c'est une grande banque, c'est un cas réel. Ils ont mis en place un ratio de consolidation de 40 pour 1. Ils avaient 4000 serveurs Dell. Ils ont réussi à consolider sur 100 exadata full rack. 3 KPI clés. Le grand classique que nous tous connaissons depuis des années, c'est le coût de possession. Donc évidemment, ils vont gagner en 5 ans plus de 320 millions de dollars en termes de coût de possession. Mais le deuxième élément et le troisième élément, maintenant, deviennent des sujets de décision, deviennent des sujets clés de gouvernance dans les projets. Ils ont gagné presque 65% d'économie en énergie et en carbone. Et le troisième indicateur, c'est l'espace au niveau de leur data center. 75% évidemment d'espace gagné sur la data center. Quand on passe de 4000 serveurs à 100 exadata, évidemment, l'enjeu est colossal. Donc tous ces sujets-là, j'ai tendance à dire qu'ils sont maintenant autant importants que bien sûr les informations techniques de projet que nous allons vous partager ce matin. Mais ils doivent conduire maintenant à avoir cela en tête pour nos conversations à venir. Et puis, Oracle a également adopté lui aussi une stratégie proactive pour lutter contre le changement climatique. A mis en place une stratégie bas carbone, de décarbonisation. On peut le voir avec 3 objectifs que s'est fixé Oracle maintenant dans ses livres. C'est d'avoir une neutralité carbone en 2025,
de pouvoir réduire ces réductions d'émissions d'ici 2030 et d'arriver à une zéro carbone en 2050. Voilà, donc ça, je voulais vous préciser ces éléments-là, puisque Cloud System, fournir des infrastructures, c'est évidemment une mission que l'on se doit d'avoir à vos côtés sur la performance, la qualité. Mais maintenant, elle vise un enjeu stratégique à vos côtés et quelles que soient les organisations. Donc, pour revenir à la thématique et maintenant pour reprendre le fil de la Modern Data Management Day, je vais passer la main à Dario, qui va maintenant vous parler de la première étape, la Modern Data Platform. Toute simplicité. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est un plaisir d'être en live. Pourquoi? On n'est pas obligé de dire « Ah, je suis en mute ». Et donc, de venir. Donc, je dirige l'entité Business Development pour Cloud System. Donc, on s'occupe de, effectivement, tous les produits d'infrastructure. Le sujet aujourd'hui, que ce soit infrastructure aussi sur le cloud ou infrastructure on-premise, mais le sujet aujourd'hui est vraiment la data. J'étais, il y a 3 jours, avec le CIO d'un grand groupe français. On était en train de parler et on avait effectivement toute une série de discussions autour de ça. Il me disait, moi, j'ai des milliards de données. J'en ai, mais vraiment, je ne sais même pas plus où le mettre. Sauf que je ne sais pas quoi en faire. Sauf que je ne suis pas équipé pour pouvoir sortir quelque chose d'intéressant et utile à partir de mes données. Et ça, ce sont vraiment les enjeux. Comment j'arrive à sortir quelque chose qui me permet de faire avancer le business, qui me permet de définir de nouveaux services, qui permet d'aller de l'avant vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis des clients internes, par exemple. Et ça, ce sont des choses qu'on voit tous les jours. Alors, on a déjà, Stéphane, il nous a un peu éclairé tout de suite. Ben, il y a des raisons à cela. Et les raisons sont diverses et variées. On va les regarder. Mais quand on utilise une plateforme qui nous permet, et donc le concept de moderne, moderne pas parce que, c'est parce qu'on essaie de faire en sorte de ne plus refaire les erreurs d'avant. Et donc on met en place quelque chose de moderne qui nous permet, par exemple, là c'est des exemples, ce sont des cas concrets de clients. Par exemple, le premier c'est BBVA, c'est une banque en Espagne, qui effectivement avec des transactions en temps réel et avec le rapprochement avec des données non structurées. Donc, ils avaient la possibilité d'intercepter les fraudes en temps réel. Ou alors, c'était aussi PaySafe qui faisait la même chose pour essayer de limiter les fraudes sur les paiements par carte bancaire. En faisant aussi, et j'utilise la partie banking parce que c'est quelque chose qu'on comprend très bien parce que c'est l'argent derrière tout de suite. Donc, il faisait par exemple des campagnes marketing hyper ciblées dans lesquelles, en rapprochant tout l'ensemble des données dont ils disposaient, à la fois relationnelles et à la fois non structurées, qui venaient des réseaux sociaux, ils venaient des communications, des documents, etc., ils arrivaient à avoir des campagnes qui marchaient beaucoup mieux. Dans l'healthcare, on parle beaucoup healthcare parce que c'est quand même un sujet qui intéresse tout le monde. Et donc, le fait d'avoir cette base et cette plateforme de gestion de la donnée complètement intégrée et ouverte permet d'améliorer, par exemple, les personnalisations des plans de santé pour les patients, tout en améliorant, en réduisant, disons, les coûts associés à cette génération. On parle toujours de coûts, retour sur investissement, etc. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on veut mettre en place toutes ces choses pour faire ça. Alors, quand on discute avec vous, ça, ce sont les principales caractéristiques qui sont émises pour dire aujourd'hui, je n'arrive pas, pourquoi? Alors, en complexité souvent dans l'infrastructure. Parce que l'exemple que Stéphane nous a amené, 4000 serveurs, est-ce que vous voyez qu'est-ce qui coûte aller gérer tout cet ensemble de serveurs? Alors que quand on peut réduire
toute cette infrastructure, arriver sur quelque chose de beaucoup plus simple à gérer, on réduit cette complexité. Le deuxième aspect, c'est vraiment la donnée elle-même. La donnée, on en a de partout, on a tout type de données, tout type de caractéristiques. Souvent, on utilise des bases de données spécialisées, spécifiques à une typologie de données, sauf que par la suite, on a des problèmes à faire coexister et à discuter ensemble entre les différents gestionnaires de données. C'est pour ça qu'on parle d'une gestion de données intégrée au sein par exemple, d'une convergence. Le troisième aspect, l'inconsistance de la donnée, découle directement de la fragmentation. Donc, quand on parle d'inconsistance, c'est parce que, comme on n'arrive pas vraiment à avoir la vision globale, on sort de résultats qui ne sont pas fiables. On sort de résultats qui, parfois, on peut voir un résultat d'une certaine façon, on en voit un autre d'une autre façon, parce qu'on n'a pas la totalité à disposition. On parle de silos, vous savez ce que nous disait même ce CIO, les données sont dispersées. On a des outils qui ne nous permettent pas vraiment de sortir les analyses qu'on voudrait sortir. Et le dernier point, c'est important. Plus on se spécialise, plus on se renferme dans quelque chose. Et après, pouvoir s'ouvrir et avoir la vision globale, ça devient compliqué. Du point de vue de l'infrastructure, du point de vue des data. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut arriver à sortir. Alors, comment on y arrive? Comment tous les clients que nous avons, avec lesquels on a travaillé, comment est-ce qu'ils ont réussi? Alors, on part de ça. Donc, ça, c'est la photo. La première chose, vraiment, c'est standardiser. On a parlé de database de convergence. Ça, c'est un mot qu'il faut vraiment retenir. Quelque chose qui nous permet d'intégrer la totalité de données, d'avoir un seul gestionnaire, des outils simples et connus par tout le monde pour pouvoir gérer la donnée et pour pouvoir sortir les informations. Parce que, je répète, le point, ce n'est pas d'avoir les données. Souvent, on était concentré sur l'acquisition de la donnée. Là, on veut sortir des informations pertinentes à partir des données que nous avons collectées. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une consolidation. On a dit, on ne peut pas rester sur des environnements complexes qu'on n'arrive pas à gérer, parce que, je vous rappelle, quand on a 4000 serveurs, peut-être qu'on a aussi différentes versions de systèmes d'exploitation, différentes versions de bases de données, différentes versions de tout type de choses. Vous faites le patching de tout ça, ça vous prend un temps qui est parfois, moi j'avais un exemple, c'était une chaîne au UK, pendant 5 ans, ils n'avaient pas fait du patching. Vous comprenez, quand on parle de sécurité, quand on parle de, par exemple, attaque, et ne pas être au bon niveau de patching, qu'est-ce que ça signifie? Donc, consolidation de façon à optimiser cette infrastructure et réduire la complexité. Et la dernière chose qui est cool de ça, c'est d'avoir aussi un choix. Aujourd'hui, on n'est plus comme il y a 20 ans, de toute façon, on était tous dans notre data center on-prem. On peut aujourd'hui choisir où on veut faire tourner, où on veut avoir les données et faire tourner les données. Et donc, dans le cloud ou peu importe, où on veut. Donc, première chose, database de convergence. Oracle, depuis 1979, c'est l'excellence vraiment au niveau de la base de données. Aujourd'hui, tous ces types de données sont intégrés. Par exemple, le CIO dont je parlais tout à l'heure, ils utilisaient du Hadoop pour faire des time series. Maintenant, tout est rapatrié dans Oracle. Ils font leurs time series à l'intérieur d'Oracle, tranquillement, avec des performances qui vont, mais surtout intégrées à tout le reste des données, y compris les données relationnelles. Et on y continue d'innover là-dessus. En fait, juste pour comprendre le concept de convergence, je crois qu'on se souvient tous de quand on avait le pager, on avait le téléphone, on avait l'iPod, on avait le GPS, donc tout un tas de devices qu'on allait amener avec nous, charger. Chacun avait bien sûr son câble de chargement, et donc on était obligé d'avoir tout un tas d'outils sur nous, qui bien sûr ne parlaient pas entre eux. Et là, c'est le même concept en fait.
La database de convergence permet d'avoir toutes les typologies, tous les types de données à l'intérieur avec deux grands bénéfices. Première chose, c'est plus simple. Vous utilisez du SQL et vous faites vos requêtes sur toutes les données que vous avez. Qu'ils soient des données spatiales, qu'ils soient données géolocalisation, blockchain, etc. Et la deuxième, c'est la synergie. Nous, on peut maintenant imaginer des choses, justement, on arrive, on fait quelque chose, on sort d'une boutique et on a un SMS qui éventuellement arrive en disant, bah, vous avez un restaurant près de chez vous, je vois que vous pouvez y aller. C'est juste un exemple. Mais on fait de la synergie entre différents outils. Et ça, c'est vraiment le concept de database. Mais on innove encore, parce que comme disait Stéphane, nous avons la nouvelle version qui arrive, qui sera la prochaine longue version supportée, dans laquelle, on ne va pas regarder tout ça, mais effectivement, ce concept d'analyse vectorielle basée sur l'intelligence artificielle est introduit dans la version, et ça nous permet de pouvoir imaginer ce que l'on veut. Qu'est-ce qui est vectoriel? Par exemple, si vous prenez une maison, le toit, ça a un numéro, le matériel de construction a un numéro, le nombre d'étages un numéro, et on arrive, en utilisant ces dimensions, à rapprocher le tout grâce aussi au modèle d'analyse et au modèle d'intelligence artificielle avec tous les autres données. Et la deuxième chose, donc on a dit, consolider. Exadata, c'est depuis 2008, donc c'est plus une technologie à découvrir, était parti pour la performance. Et en fait, aujourd'hui, tous les clients savent et ils ont bien vu que ce n'est pas uniquement question de performance. Bien sûr, parce que la performance vous fait économiser. Moins de ressources, moins de licences, moins de tout, parce que vous avez plus de performance. Donc, la performance, c'est quelque chose d'essentiel, mais c'est surtout la simplicité d'utilisation, la gestion au quotidien, qui en fait vraiment un point fort. Et donc, ce sont aussi les économies qu'on en fait dans la gestion. Ce n'est pas uniquement une question d'acquisition, c'est vraiment la gestion au quotidien de ces structures. Et donc là, pareil, avec Exadata aussi, on va introduire, on a déjà pas mal d'intelligence artificielle, de machine learning à l'intérieur de l'Exadata, mais on va insister, on sortira donc avec la version de database Oracle aussi, Exascale, qui est la prochaine version un peu du logiciel qui gère Exadata et qui permet encore de mutualiser tout ce qui est stockage et d'aller au-delà de la gestion fine qui aujourd'hui est toujours manuelle au niveau du stockage. Donc ça, c'est quelque chose qui arrivera. Alors, voilà, en résumant, ça c'est le processus pour lequel tout ça est, disons, un avantage pour vous. J'ouvrirai juste un aparté, c'est aussi une structure ouverte. Et là, je tiens à souligner ça parce que vous rentrez avec l'Exadata comme vous en sortez. Sauf qu'une fois que vous êtes dedans, vous trouvez que c'est très bien et vous ne voulez pas sortir. Et ça, c'est une autre chose. Mais si vous mettez vos bases sur Exadata et vous voulez les enlever, c'est une question de, vous faites du Golden Gate, du TTL, ce que vous voulez les migrez sur une autre plateforme. Tout est ouvert. Et c'est pareil, donc, au niveau du cloud, on fait du multi-cloud, on fait des interconnexions avec les autres clouds des autres fournisseurs, que ce soit Microsoft, surtout on a annoncé un récent partenariat pour avoir vraiment physiquement des systèmes Oracle dans les data centers Microsoft. Donc, c'est une solution ouverte. Et c'est ça le concept, donc, de Modern Data Platform. Bien sûr, notre capacité de calcul, notre capacité d'analyse et de gestion de la donnée, c'est au cœur de ça. Donc, vous le voyez ici. Pour tout type de données, pour tout type de charge de travail, que ce soit du data warehouse, du data lake, du transactionnel, tout ce qui est là rentre dedans. On analyse avec tous les outils qui sont ici de machine learning, d'intelligence artificielle, Apex. Donc, on donne aussi la possibilité à qui veut développer ses propres outils, aussi des outils simples, rapides, pour pouvoir accéder à l'information rapide. Et on crée le lien avec tout autre type de données qu'on va mettre à l'intérieur pour pouvoir gérer tout ce que vous avez besoin de gérer au niveau des services business que vous voulez créer et générer. En fait, c'est basé, la puissance de Any, c'est tout type de données,
tout type d'application que vous pouvez gérer, partout où vous voulez, on-premise, dans le cloud, ou un mixte. Et on verra par la suite qu'est-ce que cela signifie quand on parle de cloud customer, et open, multi-cloud, avec interaction, avec tout ce que vous voulez. Et donc là, c'est par exemple des outils que vous pouvez utiliser en top de la base de données, en top de cette plateforme, ou alors d'autres applicatifs qu'on peut interfacer pour pouvoir avoir une vision globale de notre chose. Voilà. Donc, j'arrive vraiment pour faire un résumé. Une plateforme moderne pour la gestion de la donnée, de la data, doit être complète. Donc, nous avons effectivement la possibilité d'avoir une vision complète aussi des aspects SaaS, Software as a Service, ou Infrastructure as a Service, Database as a Service, donc complète, une vision ouverte et modulaire, de façon à pouvoir approcher les choses. Pour chaque client, on a la solution adaptée. Il n'y a pas une solution qui doit être prise par tout le monde. Intelligente, parce qu'on on a beaucoup d'innovations qu'on met derrière tous ces produits et toute cette technologie, justement pour simplifier votre vie. Et la dernière chose, ça peut être déployé partout. Ce sont les mêmes technologies. Donc, passer d'on-prem au cloud des customers, c'est-à-dire le cloud Oracle qu'on amène dans votre data center, c'est hyper simple. Ça se fait spontanément, sans problème. Donc, je pense que j'ai dépassé peut-être mon temps. Non, même pas. La vie est belle aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci Dario pour cette intervention donc, autour de cette moderne data platform. Donc, s'il y a des questions pour Dario, on y reviendra en fin de session. Et donc, maintenant, je vais vous inviter à rentrer voilà, dans le cœur de notre technologie. Et pour ça, Cyril Laurie, Senior Manager chez AMD, la parole est à vous. À tout à l'heure. Merci Manon. Je vais vous parler plus spécifiquement d'AMD. Alors, ça va s'écarter un petit peu de toute cette histoire logicielle et de toute la plus-value qu'Oracle peut apporter au-dessus du matériel, mais néanmoins, toutes ces solutions reposent sur des éléments plus physiques, plus concrets et plus matériels aujourd'hui. Et AMD, en partenariat avec Oracle d'ailleurs, met à disposition un certain nombre de technologies pour le data center, d'une part, avec des noms marketing associés. On utilise par exemple les processeurs AMD EPYC, que l'on va retrouver d'ailleurs dans ces nouvelles instances Exadata et dans une partie de l'offre Oracle Cloud aujourd'hui. Mais également des GPU, même si ça ne ressemble plus vraiment à un GPU sur cette image, puisqu'on a pour le data center des modules GPU sous la même forme qu'un processeur, et qui sont notamment utilisés dans les AI. Et j'en parle ici également parce que le 6 décembre dernier, AMD, au travers de notre PDG, Lisa Su, a fait une annonce d'un nouveau partenariat pour l'utilisation de ces GPU autour de l'intelligence artificielle dans le cadre d'une future offre Oracle. Ce sont des composants principaux et majeurs pour faire tourner aujourd'hui un operating system d'une part, et puis ensuite des instances de base de données ou des instances cloud diverses et variées. Mais AMD a récemment aussi étendu son portefeuille à d'autres technologies. Les FPGA, avec l'acquisition de Xilinx, et ces FPGA sont utilisés pour le multimédia. Là, on a parlé de données qui sont autres que du texte. Ça peut être des vidéos, ça peut être de l'encodage de vidéos, mais ensuite on peut imaginer bien sûr opérer des traitements dessus. Ces FPGA sont aussi utilisés pour l'intelligence artificielle, avec des programmations dédiées pour faire de l'inférence ou du training également. Et puis, on les a aussi utilisés autour du réseau, par exemple. C'est un autre cas d'utilisation pour réduire la latence réseau, notamment dans le secteur bancaire pour le high frequency trading, mais aussi pour tous les clients qui ont besoin d'optimiser la partie réseau. Et là, même si on rentre encore une fois dans la technique, pour améliorer les performances d'une base de données, il faut avoir de la capacité mémoire, mais aussi de la performance dans les accès à cette mémoire, des capacités de traitement avec les CPU ou les GPU en l'occurrence, et puis des capacités d'entrée-sortie pour aller chercher
les données sur les nœuds de stockage, par exemple. Il faut avoir beaucoup de stockage et du stockage très rapide pour améliorer les performances globales de la solution. Et enfin, on a aussi des composants réseau qui se sont rajoutés au catalogue, plutôt autour de la virtualisation, des DPU qui vont offloader, puisque le principe, c'est toujours les opérations qui sont faites en logiciel, lorsqu'on peut les optimiser en les accélérant avec l'intégration dans les composants matériels que sont les processeurs, on le fait, et c'est ce que fait ce composant réseau. Il va offloader, par exemple, les stratégies de sécurité réseau, de virtual switch qu'on peut retrouver dans la virtualisation, pour que ce ne soit plus des CPU qui effectuent ces tâches et pour les faire plus efficacement. AMD, sur la partie data center, est présent sur la quasi-totalité des secteurs, le déploiement de la 5G, mais on n'est pas présent que sur le data center. AMD est aussi présent sur les postes clients, et on a cette année intégré aussi un moteur d'intelligence artificielle, un moteur d'inférence basé sur le FPGA dans les processeurs pour laptop. On va continuer ce chemin aussi avec les desktops. Et on va continuer sur cette voie-là, parce que l'AI, comme Dario l'a mentionné, c'est effectivement en plein essor aujourd'hui. Il y a toujours un retour sur investissement. C'est très bien de pouvoir le faire, le gros du travail dans le cloud, mais il y a aussi un intérêt parfois financier et aussi sécurité d'effectuer une partie des opérations localement. C'est pour ça qu'on a ce type de technologie. On est très présent sur la partie gaming, avec des accords particuliers, notamment aujourd'hui c'est AMD qui produit les processeurs pour les consoles de jeux les plus connues, les PlayStation et les Xbox, et ce depuis quelques générations maintenant, donc ce sont aussi des gros volumes. C'est complètement différent du data center, bien sûr, mais si on regarde l'ensemble, c'est toujours du traitement de données, du traitement de données multimédia. Et puis enfin, on est sur le secteur classique entreprise, dans le calcul haute performance. AMD détient tous les plus gros clusters mondiaux en quasi-totalité, de par l'efficacité notamment de nos produits et le niveau de performance qu'on peut apporter. Donc, en revenant aux processeurs, on en est à la 4e génération de processeurs EPYC. Aujourd'hui, vous voyez que le nombre de technologies différentes pour chaque génération est allé en croissant, de la même manière qu'AMD a aussi beaucoup augmenté sa présence dans les data centers et auprès des clients, et puis enfin auprès des offres aujourd'hui mises à votre disposition. Donc cette série de processeurs de la 4e génération, pour nous, elle est aussi très intéressante, puisqu'elle n'a fait que battre des records de performance précédemment établis par AMD. Depuis 2019, AMD détient quasiment tous les benchmarks de tout type de workload sur nos technologies processeurs, et on ne fait que génération après génération battre les records précédemment établis par AMD. Il y a différentes raisons à ça, je ne vais pas forcément rentrer sur tous les détails aujourd'hui, mais je vais en mentionner quelques-uns par la suite, et c'est vraiment dans tous les domaines, dans du traitement classique, comme dans de la base de données, comme dans des calculs haute performance. On est vraiment aujourd'hui avec une solution très efficace. Là, c'est une présentation un petit peu plus technique, mais c'est aussi parce qu'AMD a apporté beaucoup d'innovation à la fois sur la manière de fabriquer un processeur, et ça nous permet beaucoup de flexibilité. Ce modèle qu'on voit ici, c'est un modèle de processeur qu'on va retrouver notamment dans l'offre Exadata pour cette famille de processeurs. Un processeur qui monte jusqu'à 96 cœurs, ça veut dire une très forte capacité de traitement, et ça c'est très important aussi lorsque vous avez beaucoup d'opérations à faire en parallèle. Mais si on regarde un peu plus dans le détail ce qu'il y a autour de ce processeur, parce que c'est toujours bien d'avoir des cœurs pour faire des opérations, mais après, il faut aussi pouvoir alimenter ces cœurs. Et pour ce faire, il faut avoir beaucoup de liens PCI Express pour, par exemple, connecter le stockage rapide type NVMe qu'on va avoir sur des nœuds de stockage Exadata, par exemple. Et aussi beaucoup de canaux mémoire pour avoir beaucoup de bandes passantes des données que vous stockez en mémoire. Ça, c'est un petit peu ce que vous avez dans les SGA au sens Oracle, pour pouvoir y accéder rapidement et au travers d'un très grand nombre de cœurs. Donc
Donc on est vraiment sur une bête de course aujourd'hui. On a un écart significatif par rapport à d'autres modèles de processeurs aujourd'hui sur le marché et précédemment sur le marché aussi. Et c'est ça qui fait aujourd'hui notre succès et notre adoption assez importante dans les technologies. Et spécifiquement avec Oracle, sur la partie Exadata, 2 processeurs à 96 cœurs similaires à celui qui vient d'être présenté sont présents sur la partie database processing, et 2 processeurs un petit peu plus petits, avec un nombre de cœurs plus réduit, puisque ce sont 2 processeurs à 32 cœurs, sur les nœuds de stockage. Parce que sur le stockage, il faut quand même avoir un petit peu de capacité de traitement pour gérer les interruptions, pour gérer les accès au disque, donc il faut quand même un processeur assez robuste. C'est intéressant aussi d'avoir une bonne bande passante mémoire, mais il faut aussi avoir beaucoup d'entrées-sorties. C'est ce qu'on venait d'expliquer, c'est ce à quoi répond cette série EPYC 9004 de processeurs, aujourd'hui mise à disposition par AMD et utilisée par Oracle sur Exadata en l'occurrence, qui vient d'être rafraîchi sur cette technologie, mais sur d'autres offres cloud présentes ou à venir de cette génération ou des générations précédentes, puisque depuis la première génération de ces processeurs EPYC, on a des offres dans les offres Oracle qui utilisent nos technologies. Et bien sûr, à côté de la technologie mémoire, etc., mais AMD n'est pas fournisseur de ce type de technologie aujourd'hui. AMD, l'autre élément de son succès, ce n'est pas que la performance, c'est aussi l'efficacité énergétique. Alors on a, comme Oracle, des objectifs en très grand nombre, notamment de passer sur des émissions à taux zéro et autres, mais plus spécifiquement au produit, on a un autre objectif qui est de monter de 30 fois l'efficacité énergétique, les performances par watt, de nos processeurs, de tout type de processeurs, notamment autour du calcul haute performance, qui est vraiment l'endroit où la consommation est la plus excessive, puisque les processeurs tournent en permanence 24 heures sur 24. En France, Météo France utilise des processeurs AMD EPYC pour les prédictions météo depuis 2019. Le CEA aussi, pour la partie application militaire, on utilise énormément. Et on a gagné, comme je l'indiquais, tous les gros clusters, le CINES qui en a également. Et ça a été le cas dans tous les pays d'Europe et dans le reste du monde. Donc d'augmenter de 30 fois l'efficacité énergétique. Ces très gros clusters mondiaux aussi vont faire tourner des milliers, voire dépasser la dizaine de milliers de nœuds en concomitance parfois avec des GPU. Frontier, qui est le plus gros cluster mondial aujourd'hui, ce sont pas loin de 30 000 GPU connectés avec 10 000 CPU interconnectés entre eux. Et on en a un autre 2 fois plus gros au cours de déploiement. Donc on est vraiment sur des plateformes qui doivent scaler et qui doivent opérer beaucoup de traitements. Et il faut bien sûr optimiser la consommation électrique de ces éléments-là, parce que il n'est plus possible de fournir plus d'électricité à ces gros sites de recherche. Et donc il faut augmenter la performance, mais rester dans une enveloppe de consommation identique, ce qui est un petit peu différent d'améliorer l'efficacité énergétique d'une plateforme telle qu'on peut le voir aujourd'hui avec ces offres Oracle. Et avec la dernière génération d'Exadata, comparée à des offres précédentes, alors là on est parti sur des éléments relatifs à Oracle. L'objectif, même si AMD est bien sûr en compétition avec d'autres acteurs dans le monde du processeur, c'est pas nécessairement de systématiquement se comparer à eux, mais c'est aussi de montrer les bénéfices qu'il peut y avoir à passer vers ce type de technologie côté AMD. Avec, là on parle de kilogrammes de CO2 par cœur. Alors bien sûr, il y a plus de cœurs. En général d'ailleurs, quand vous regardez les processeurs, quand vous augmentez le nombre de cœurs, vous améliorez l'efficacité énergétique globale du système. Et on parle là toutefois d'une réduction significative, ce qui permet aussi à Oracle, au travers de ses solutions, de contribuer à l'amélioration globale relative à votre empreinte carbone. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer aujourd'hui. Et je vois qu'il reste 2 minutes. Je serai présent là sur cette demi-journée pour répondre à vos questions. Mais encore une fois, côté AMD, on a des solutions qui sont en rupture. Vous avez certainement pu voir qu'il y a une évolution très très forte, tant en termes de part de marché qu'en termes d'adoption de ces technologies. On revient de loin, pour dire les choses clairement. Mais depuis quelques années maintenant, on est vraiment à la pointe de la technologie
à la pointe des innovations. Autour de l'AI, rester très ouvert parce qu'il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'arriver aussi côté AMD. Ce n'est pas un secteur non plus nouveau pour AMD, hein, cette partie AI. Côté AMD, c'est du concret. Hein, les TOPS hein, dont on parle par exemple pour des processeurs, pour des utilisations de copilote avec Microsoft, AMD les a déjà dans les processeurs. Hein, ce sont pas des paroles, ça va arriver dans 1 an, ça va arriver dans 2 ans. On va les faire évoluer, bien sûr, mais on les fournit déjà aujourd'hui dans des plateformes professionnelles que tout le monde peut acheter, même dans des plateformes grand public. Et de la même manière que tous ces gros clusters mondiaux qui sont là pour faire des calculs scientifiques, tous ont déjà fait la démarche d'adopter l'intelligence artificielle pour leurs recherches, pour faire évoluer leur modèle. Et ce sont là encore des dizaines, des milliers de nœuds qui travaillent en parallèle, y compris sur ces frameworks d'intelligence artificielle, et qui vont très certainement aussi s'intégrer dans les offres Oracle à venir pour vous faire vous offrir la possibilité de bénéficier de cette nouvelle mode, on espère pas bulle, hein, mais mode de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui tout le monde en parle, mais tout le monde ne sait pas toujours exactement comment cela va être utilisé. Mais on a quand même beaucoup de cas concrets qui posent question et qui permettent aussi tantôt d'optimiser, d'améliorer la productivité, effectivement, tantôt d'ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux horizons. Et c'est vraiment un sujet très ouvert et très intéressant. Et je vais, du coup, là, je vois que j'arrive juste à la fin de ces 15 minutes. Je vais redonner la main à Manon et je vous remercie pour... Merci beaucoup, Cyril. Merci Cyril de nous avoir rejoints aujourd'hui au siège Oracle France et pour tous ces apports sur la technologie AMD. Donc Cyril, on a déjà parlé notamment voilà, le lancement d'Exadata X10M. Je vais maintenant donc appeler Salim et Jackie à me rejoindre, qui vont rentrer voilà dans les détails de cette technologie et donc des dernières nouveautés Cloud System. L'actualité était chargée. Hop. Messieurs, la parole est à vous. À tout à l'heure. Merci, Manon. Merci Cyril de ta présence également. Merci à tous les clients, certains qu'on a déjà rencontrés. On est ravis de vous recevoir ici et de continuer de vous accompagner dans vos projets. Je vais couvrir un peu donc cette partie à différents niveaux. Donc là, c'est ce que vous voyez. Donc on va couvrir la partie database, partie application, partie edge département et partie data protection. On va essayer d'être cohérent pour que vous ayez à peu près un cheminement logique de ce qu'on veut couvrir aujourd'hui. Je vais commencer par la partie donc database et puis on va alterner avec Salim pour vous accompagner sur ces 4 sujets que l'on va couvrir dans les 30 minutes suivantes. D'accord ? Donc pour la partie database. Donc, si on devait se concentrer sur la partie Exadata, Dario avait commencé à couvrir cela. Et donc, le point principal, c'est qu'à partir de cette génération, on est dans la X10M. Et sur la X10M, effectivement, on embarque pour la première fois de l'AMD dans la partie serveur et la partie storage. Mais le plus important, c'est de comprendre un peu cette vision. Incontestablement, la meilleure des solutions aujourd'hui qui embarque la database Oracle, pour 2 choses, pour la partie hardware et pour la partie database Oracle. C'est-à-dire qu'on a un mélange très très intéressant entre la partie hardware et la partie software. Et c'est cet ensemble qui fait qu'elle est incontestablement aujourd'hui une des meilleures solutions sur le marché pour la partie database Oracle. Un autre élément important, c'est sa déclinaison. Ce type de solution, si la technologie est la meilleure, le gros avantage est d'avoir ces déclinaisons sous différents niveaux, c'est-à-dire la partie on-prem, donc c'est la même technologie qui peut être sur du on-prem, sur du cloud at customer que je vais également un peu couvrir, et sur de la partie cloud public. Et donc c'est très intéressant d'avoir une technologie incontestablement la meilleure et qui est aussi déclinée sous toutes les formes qui pourraient correspondre plus ou moins en fonction de vos besoins. Des éléments probants sur le marché. Ce type de solution avec Exadata, quelle que soit sa déclinaison, on les retrouve sur
effectivement sur différents silos, différentes industries, et effectivement que ce soit au niveau des banques, au niveau des télécommunications, je ne vais pas toutes les détailler, mais comme vous pouvez voir, le taux de pénétration est parmi, par exemple au niveau des banques ou des télécommunications, les top 10, je dirais, sur le marché, Exadata, sous différentes déclinaisons, peut être présent. Et ça, c'est un gage de sécurité, de garantie, qui fait que, effectivement, c'est la meilleure garantie que vous pouvez avoir, utilisée avec des dizaines d'années derrière, de recul, d'amélioration, et qui fait qu'on est présent sur tous ces secteurs et qui prouve effectivement notre empreinte là-dessus. Sur la partie extreme scale et ce ratio entre le prix et la performance. Donc on a déjà mentionné un peu AMD, Dario également un peu couvert cela avec Cyril également, donc là je ne vais pas trop insister, mais on pourrait avoir ces éléments qui sont importants. Peut-être un seul, le fait d'avoir de l'AMD, c'est pas juste AMD versus Intel ou versus d'autres. C'est aussi, bien sûr, de dire est-ce qu'on peut faire plus avec moins de hardware? Est-ce qu'on peut consommer moins avec autant de hardware? Et un hardware qui peut aussi évoluer, parce que si je peux faire plus, ben une infrastructure que je l'investisse en on-prem ou pas, ben je pourrais faire plus avec. Donc si je consomme moins, si j'ai une densité de CPU qu'AMD offre un ratio à peu près de 3 fois plus de ce qu'on avait sur Intel, c'est ce qui fait aussi la puissance de ce type de solution et ce choix stratégique qu'a fait également Oracle sur AMD sur ce type de solution. Un autre élément sur lequel je vais inciter, puisque on a parlé un peu des éléments précédents, c'est la partie technologie. C'est un choix stratégique qu'a fait il y a quelques années Oracle et qui est aussi qui s'est avéré être le meilleur sur le marché. Il s'appelle du RDMA, sans trop rentrer dans la technique, ou du RoCE, donc du RDMA over Converged Ethernet, c'est ce que vous voyez là, RoCE. Quand nos compétiteurs parlent de latence autour de millisecondes, nous parlons de latence autour de microsecondes. On ne parle pas du même ratio, c'est à peu près 1000 fois plus petit, et plus la latence est petite, comme vous pouvez le deviner, et mieux c'est, puisque à chaque transaction, c'est cette latence qui me coûte. Donc plus elle est petite, et plus j'ai des milliards de transactions, et plus je vais retrouver cette performance qui vaut. Et c'est effectivement cette technologie. La plupart des compétiteurs qui vous diront on sait faire très très bien de la database Oracle, que ce soit avec du SAN, des serveurs, de l'hyperconvergé, du Nutanix, de toutes les solutions, en général n'embarquent pas cette technologie qui est RDMA. Et cette technologie RDMA, elle doit être embarquée à différents niveaux, et y compris au niveau des switches. Et donc, c'est toute la solution qui doit être compatible RDMA, qui fait que, effectivement, sans trop rentrer dans la technique, cette supériorité technologique est atteinte aussi grâce à cela. Donc, database Oracle, hardware Oracle, mais aussi technologie de choix, qui est le RDMA ou le RoCE qui est là-dessus. Un autre élément très important, c'est qu'on se demande effectivement si j'ai plusieurs type de workload, est-ce que je dois dédier une solution par type de workload? On peut retrouver cela chez certains de nos compétiteurs. L'avantage d'Exadata, c'est de dire, pas besoin, je peux consolider différents types de workloads, que ce soit OLTP, Analytics, Modern Apps, tout cela pour une même solution qui est Exadata. Et encore une fois, là aussi un TCO est meilleur, puisque aujourd'hui peut-être que j'en ai besoin que pour un ou deux, mais demain si j'ai besoin du troisième, effectivement cette solution va s'adapter à traiter. Donc je n'ai pas une remise en cause du modèle là-dessus. Alors, les nouvelles possibilités que l'on peut avoir, effectivement, Exadata va pouvoir aussi adresser les nouveaux challenges, parfois des besoins qui apparaissent au fil du temps alors qu'on a déjà investi sur la solution. Et effectivement, Exadata va pouvoir les adresser. Il va pouvoir les adresser, par exemple, dans différents domaines, de type détection de fraude. Imaginez seulement un système bancaire où une carte est utilisée à 2 endroits différents dans le monde, et ce système doit très vite identifier qu'il y a une suspicion de fraude, puisque c'est impossible que la même carte de crédit soit utilisée. Donc cette détection de fraude doit être très très rapide, une latence, encore une fois on parle de latence qui est très très petite, et donc on doit avoir des systèmes très très réactifs, très fiables, et effectivement une solution derrière qui peut le gérer. On va parler d'autres silos. Dans ce sens, ça peut être des tests de pénétration, de l'intrusion, quand on veut voir si un système est assez puissant, on va faire des tests, et donc tout cela va pouvoir être adressé également par Exadata. Des systèmes de haute fréquence de trading, aussi où la latence doit être très très, très petite et aller sur des milliards de transactions, là aussi ça peut être adressé facilement, l'IoT ou du software développement. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Exadata va pouvoir adresser un peu tout cela
sans trop de soucis et sans remettre en cause un choix initial, alors que les choix, et on le voit aujourd'hui, peuvent prendre une direction, ou même une stratégie d'entreprise peut prendre une autre direction. L'autre élément que, effectivement, Cyril Darion parlait, c'est la partie intelligence artificielle et machine learning. Le gros avantage de ce type de solution, c'est que aujourd'hui, avec la 23C, on va avoir aussi une database qui va être orientée, on appelle aussi la partie vectorielle, et qui va adresser un peu ces éléments-là. Mais on a aussi donc besoin d'avoir le hardware, la database, la nouvelle version, qui sache adapter et travailler avec cela. Aujourd'hui, avec de l'intelligence artificielle, comme vous le savez, il y a plusieurs modèles, parfois on compare des modèles, des corrélations, on se base très souvent sur ça pour dire ce modèle il est plus avéré que celui-ci, et donc on a besoin de traiter, de comparer par exemple la fiabilité de différents modèles avec des corrélations et ce type de choses, et donc effectivement il faut aussi une machine derrière, des solutions derrière qui sachent adresser cela avec le maximum de performance pour très vite confirmer un modèle par rapport à un autre. Donc tout cela montre qu'on a des systèmes qui sont plus rapides, plus sécurisés et qui au bout du compte, même s'ils apparaissent parfois plus chers que d'autres solutions, ils adressent aussi beaucoup plus, beaucoup mieux. Et si un jour le chemin ou la stratégie change, ils seront quand même adressés sans remettre en cause le système. Là, je voulais vous parler, donc on a vu à peu près l'Exadata sur la partie on-prem, c'est-à-dire que vous avez votre solution Exadata avec votre database Oracle dans votre data center, et vous avez un modèle CAPEX, c'est-à-dire que vous avez investi, vous avez acheté le matériel, et donc, et vous, comme d'habitude, c'est-à-dire moins orienté cloud, moins orienté consommation de services. Comme cette technologie est avérée et qu'elle est confirmée, pensez aussi qu'Oracle a dit, pourquoi pas également vous le proposer sous différentes déclinaisons. Et cette déclinaison s'appelle Exadata Cloud Customer. Donc, l'Exadata reste chez vous, il reste la propriété d'Oracle, ça c'est un petit détail, mais vos données sont chez vous. D'accord, les données sont chez vous, et vous rentrez dans un modèle où vous avez une partie pour l'infrastructure d'investissement, et surtout la partie consommation. Donc finalement, vous allez payer ce que vous consommez. Vous avez tous les bénéfices de la technologie, mais vous avez un modèle opérationnel qui est un peu différent, puisqu'il est plus basé sur le paiement des ressources allouées là-dessus. Et chez Exadata Cloud Customer, il est fondamental et il est limité au nombre de CPU ou d'OCPU, on appelle chez nous. Donc finalement, plus vous consommez de CPU, plus vous allez payer pour cette partie consommation. Moins vous consommez et moins vous paierez. Et donc on est dans ce modèle où, sans pour autant être dans un cloud public, vous consommez des OCPU et vous en payez en fonction de la consommation. Donc même technologie, modèle, business model un peu différent. Okay. Alors ce que l'on propose également, s'appelle la partie autonomous. Donc imaginez qu'effectivement, si vous voulez, déjà vous avez un business model différent et vous dites, mais je veux encore moins allouer des charges ou avoir des charges sur mon personnel qui va gérer certaines tâches pour la gestion de cela. Donc on peut pousser le curseur en se disant, est-ce que cela aussi peut être complètement géré par Oracle? Et donc on pousse le curseur au niveau de l'autonomie, n'est-ce pas? Et donc, vous pouvez dire, cette partie aussi, je veux la déléguer complètement à Oracle. Donc, c'est comme si on poussait le curseur. Et à partir de là, on va faire des databases qui sont elles-mêmes autonomes. Donc, on appellera Autonomous Database. Alors, le gros avantage de cela, c'est que c'est quasiment fully managed, complètement managed par Oracle. D'accord? Donc, vous restez maître de vos données, mais tout ce qui est enveloppe, tout ce qui est gestion, c'est pas vous, parce que vous avez choisi ce système. L'autre avantage, c'est que vous payez seulement les ressources que vous payez sur ce modèle, encore une fois sur l'autonomous, c'est-à-dire vous consommez zéro, vous payez zéro. D'accord? Donc ça aussi, c'est un modèle, alors que les données sont chez vous, que la machine est chez vous, et vous ne consommez que ce que vous payez. L'avantage aussi, donc il est multi-workload, donc ça, c'était clair, quel que soit le modèle. Et ce qu'on le disait également, et qui est très important, c'est que est-ce que je peux faire cohabiter sur une même infrastructure cloud customer? Est-ce que je peux faire cohabiter ces deux? Et la réponse est oui. Je peux avoir un cluster, un VM cluster, qui est que pour la partie database non autonomous, on va appeler standard, et aussi à côté un autre VM cluster qui va être autonomous. Et donc, on a bien aussi cette possibilité de mixer et de faire évoluer l'un par rapport à l'autre et de consommer aussi les ressources en fonction de ce que je veux et par rapport au modèle que je choisis. Donc, on peut faire cohabiter cela sur ce même modèle. Je vous rappelle que l'Autonomous Database est également disponible sur la partie publique du OCI.
Voilà, et donc pour un résumé, donc une architecture ultime, supérieure, incontestable là-dessus, qui embarque l'AMD qu'on va appeler donc l'X10M comme vous avez pu le voir, et qui va répondre à le pouvoir de fournir d'excellents résultats. Donc, se rappeler également que quel que soit le workload, donc là c'est un récapitulatif, que ce soit Analytics ou LTP ou d'autres, la solution va y répondre. Un savant mélange entre le hardware et le software pour de la database, pour la consolidation de database. Et effectivement, quel que soit le type de data, ça va également on va pouvoir faire converger ce type de data et les gérer avec la même solution. C'est le premier point que l'on voulait que nous retenions. Là, le second point est effectivement le fait d'avoir la même architecture, que ce soit on-prem ou pas, donc sur du cloud customer ou même au CI, et de ce fait, même si vous changez de modèle, vous êtes toujours familiarisé avec la solution, et ça c'est important également dans ce sens. D'accord. Donc même si au cours de chemin vous décidez de switcher, Oracle vous accompagne et vous restez familiarisé avec ce type de solution. Et puis, ces solutions peuvent paraître parfois plus chères que d'autres sur le marché, mais à long terme, il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'elles adressent, combien elles sont flexibles, quel est le retour d'investissement que l'on peut avoir. Et effectivement, parfois, on ne compare pas les mêmes choses. Par exemple, beaucoup de solutions n'embarquent pas cette partie dont je parlais tout à l'heure, qui est l'RDMA. D'autres solutions vont pouvoir fonctionner avec des serveurs et du SAN. Et le jour où je perds le SAN, je perds tout. Et donc, on est dans des solutions parfois qui sont moins résilientes, moins performantes, parfois moins coûteuses, mais qui, au bout du compte, était un mauvais investissement. Donc, c'est là que nous, on peut vous accompagner sur le meilleur choix des solutions. D'accord. Donc, ça, c'est le slide qui est récapitulatif. Et donc là, je viens de couvrir la partie Exadata, quelle que soit sa déclinaison. Mais le point est, est-ce que pour une société ou pour une agence nationale, et l'agence nationale est ici, une des agences, je voulais vous remercier pour votre présence, qu'est-ce qui se passerait si demain, vous pourriez avoir un Exadata peut-être à Paris, mais vous avez des sites distants, et on se disait, mais comment je vais adresser ces points? Je ne vais pas mettre un Exadata sur chacun des sites distants pour une solution globale. Et à ce sujet-là, je vais faire appel à Salim qui va un peu adresser ce point. Bonjour à tous. Juste un petit aparté, j'étais assis là tout à l'heure, puis j'étais en face du logo AMD. On parlait du gaming avec Dario, Oracle 1979. Et je me revois il y a plus de 25 ans en train de choisir avec mon père premier PC gaming. On était déjà sur de l'AMD avec de l'Athlon. Non, c'est un K6-2, je me souviens. Peut-être que ça en parle pour certains. Et avec mon fils, qu'est-ce qu'il veut pour Noël? PC gaming. Et ben, on voit que c'est AMD pour le processeur et AMD pour la carte graphique. Si on fait le parallèle, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'Oracle et en termes de matériel? Donc, quand on parle quand on discute avec nos clients, donc effectivement, Jackie a parlé de la partie Exadata, qui est pour ce qu'on appelle les Mission Critical Database. Vous avez besoin de performance, de latence, très faible latence. Il y a des clients qui nous disent, Exadata, c'est très bien, mais j'ai des besoins qui sont entre guillemets plus contenus en termes de besoins de performance. Oracle peut y répondre. D'accord. Donc avec la technologie donc ODA, donc je pense qu'il y a des clients sur place et même à distance qui ont adopté cette technologie, qui est éprouvée. D'accord. Ça fait plus de 11 ans que la technologie existe. On appelle ça ODA, Oracle Database Advanced. Sur la partie ODA, ce qui est intéressant, c'est que Oracle maintient le hardware, du disque dur avec AMD, la carte mère, etc., etc. Donc un seul fournisseur, un seul support technique, d'accord, sur la partie ODA, donc matériel, le logiciel embarqué, d'accord. On appelle ça un peu du clic-bouton parce que l'administration est quand même très aisée, et la partie base de données Oracle, d'accord. Donc, du disque dur jusqu'à la base de données, vous avez un seul interlocuteur, Oracle. D'accord. Donc, pour la partie support matériel et même sur la partie couche OS, donc avec Oracle Linux,
c'est Oracle qui vous fournit le support. Donc, vous voyez, sur toute la stack, du matériel jusqu'à la base de données, au travers d'un management, une console, une interface qui est simplifiée. Donc voilà, sur la partie ODA, on vous fournit toute la stack dans un seul matériel. Le point important, je viens de le dire, c'est que engineering avec la base de données Oracle. Donc effectivement, comme on maintient le code de la base de données, on gère la partie matérielle en choisissant nos fournisseurs, notamment AMD. Bah, vous avez une optimisation logicielle, matérielle, et aussi avec la base de données Oracle, comme on est l'éditeur et entre guillemets là aussi le constructeur, donc vous avez l'interlocuteur unique qui est Oracle. On a 3 modèles, donc on est sur du X10, pour faire le parallèle avec la génération de l'Exadata, on est sur la 10e génération. Donc on a le premier modèle qu'on appelle le S, d'accord. On a 32 cœurs, donc là aussi basé sur de l'AMD EPYC. On a le modèle L avec 64 cœurs et nous avons le modèle HA. Donc le modèle HA va avoir 2 ODA au niveau compute, d'accord, et un stockage centralisé. Et le cas d'usage qu'on voit le plus, c'est quand vous avez des licences RAG, vous avez besoin de haute disponibilité. Donc nos clients s'orientent vers du modèle HA. En quelques mots, donc c'est simple. Effectivement, je pense que nos clients qui sont en présentiel peuvent témoigner de la simplicité du modèle d'administration, optimisé pour la base de données, comme je viens d'expliquer, abordable. Bon, je laisserai les commerciaux discuter avec vous, mais effectivement, c'est plus intéressant qu'une solution do it yourself, avoir des CRX 86, avoir du stockage à côté. Effectivement, là, vous avez tout dans le même matériel. Sécurisé, Oracle maintient toute la stack, d'accord. Donc le software est optimisé, donc surtout en termes de cyberattaque, de cybersécurité, c'est des notions qui sont importantes. Et c'est pour le modèle achat, si vous avez des licences RAC, voilà, là avoir aussi un modèle de type haute disponibilité pour votre base de données Oracle. Solution éprouvée, solution qui existe depuis 2011. On peut faire un peu le parallèle avec l'Exadata. J'étais pas encore là, donc je peux pas confirmer est-ce que l'Exadata est sorti en même temps que l'ODA ou est-ce que l'ODA est sorti en même temps que l'Exadata. Et voilà, première version en 2011, plusieurs milliers de clients dans le monde, d'accord. Les clients qui sont sur place et certainement à distance. Et un point intéressant, par exemple, la solution est certifiée sur du SAP, d'accord, c'est certifié sur de l'Exadata. On a des clients qui nous demandent est-ce que ODA est certifié sur SAP, par exemple. La réponse est oui. Et il y a beaucoup des ISV qui développent justement leur applicatif et qui veulent tester leur application, leur code avec la base de données Oracle. Et on a plusieurs centaines d'ISV qui sont clients ODA pour justement leur développement sur la base de données Oracle. Donc voilà, on s'est concentré avec l'Exadata, avec l'ODA sur la data, d'accord, donc la data de la base de données Oracle. Et ce qu'on voit chez nos clients, donc comment je peux protéger cette data base de données, mais pas seulement. Donc Jackie va vous introduire donc une technologie qu'on appelle Recovery Appliance. Donc Jackie, je te laisse la main. Donc effectivement, sur cette partie data protection, il est très important. La data, c'est bien beau, qu'on sache l'exploiter, c'est bien beau. Le jour où on en a vraiment besoin pour des histoires de régulation, de gouvernance ou même de loi, qui ferait que, parfois on appelle ça du legal hold, il faut vraiment garder cette donnée pour des raisons de santé ou de régulation ou de loi. Donc c'est très important qu'on sache la retrouver. Pour ça, il faut une solution qui soit solide, robuste et qui ait fait ses preuves. Et qui ait fait ses preuves dans des conditions qui deviennent de plus en plus dures sur le marché. Et je vais un peu aussi les couvrir si on a un peu le temps. Donc effectivement, cette solution s'appelle le Zero Data Loss Recovery Appliance. C'est une longue expression, mais si on retient que Recovery Appliance, c'est très très bien, ou RA, si vous retrouvez l'acronyme RA, c'est de là que ça vient. On a mis le Zero Data Loss dedans pour bien indiquer que c'est une solution qui garantisse
finalement quasiment aucune perte de données, et donc à partir de là, d'où vient le nom. Donc une solution très très résiliente, et qu'est-ce qu'on le remarque très très vite, c'est qu'on se retrouve à peu près dans le monde familier de l'exadata. La réponse est, ça n'est pas qu'un visuel, c'est que c'est exact, c'est comme un exadata qui est derrière, à part qu'il est plus orienté pour la partie backup et recovery. D'accord? Donc on a cette même technologie encore une fois qu'on avait déclinée sur les différents modèles, mais également sur la partie recovery. Donc on comprend bien que c'est pour la partie recovery de quoi? La partie recovery de database Oracle. Okay? De la même manière qu'Exadata est fait pour la database, le recovery est fait pour les databases Oracle. Les différentes solutions sur le marché, chacune amène parfois certains avantages, certains inconvénients, mais ce qui est certain, c'est que on a aujourd'hui besoin d'une solution qui fasse ses preuves en cas de disaster recovery et aussi qui garantisse quasiment la dernière transaction, donc avec très peu de pertes de données. Allez, si on devait mesurer ça en RPO, c'est sous la seconde, hein, la sub-seconde, on appelle ça. Et donc, effectivement, on a très peu de pertes de données ou quasiment pas de perte de données. Et on va expliquer pourquoi. Et l'avantage d'une solution comme ça, c'est qu'on veut aussi de la performance dans le backup et surtout dans le restore. Et cette performance, il n'y a pas que cela, parce que je dois être certain que ce que je backup, je sache le restaurer, et je dois être certain aussi que ce que je backup, ben, je suis convaincu qu'il est exploitable. C'est-à-dire que j'aimerais bien une solution qui me dise que ce que je suis en train de faire va faire ses preuves le jour où j'en aurai besoin, et c'est le plus important dans les solutions, parce que le backup est important, mais si je ne peux pas le restaurer, il ne vaut quasiment rien. Donc ça, c'est fondamental là-dessus, et la Recovery Appliance le propose. OK? Donc, encore une fois, quels sont les 4 points à retenir de ce type de solution qui sont souvent différenciatrices avec ce qu'on trouve sur le marché? La première, c'est du zéro data loss. Pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on appelle du real-time transaction. Autrement dit, on transporte les redo logs, on les envoie de la mémoire de l'Exadata ou de n'importe quel système qui héberge la database Oracle, et on va envoyer ces redo logs de manière en real-time, en temps réel si on le souhaite, quasiment de la mémoire, donc sans impacter la production, à la recovery appliance. Et donc, c'est ce qui garantit, c'est ce système qui permet, et c'est basé sur du Herman d'ailleurs, et c'est ce système qui permet de faire ce qu'on appelle du zéro data loss. L'autre élément qui est fondamental, c'est le fast et validated recovery. Je veux savoir backuper rapidement, je veux savoir aussi faire un recovery fiable rapidement. Et ces solutions, aujourd'hui, elles doivent permettre cela. Et on discutait récemment avec une agence nationale qui disait on a un système qui fait que on fait souvent des full backup, et l'ensemble de ces full backup nous amène à avoir des temps de backup incroyables, et qui fait que même un temps de restore est impacté indirectement. Donc nous, ce qu'on va permettre, effectivement, et je vais rentrer tout à l'heure dans les détails, c'est comment permettre à l'intelligence de la Recovery Appliance de constituer des virtual full restore de manière à pouvoir restaurer ces éléments et de manière intelligente. Intelligente, c'est-à-dire je ne fais pas plusieurs full backup, je fais un full backup, je rajoute les redos et je laisse l'intelligence de Recovery Appliance compiler un peu tout ça pour savoir restaurer à n'importe quel moment ce que j'ai à restaurer. Donc c'est vraiment le cerveau du RA23 qui fait cela. Et le principe qui le permet, c'est ce transport de redo log qui est fait de la mémoire du système, ça peut être un Exadata, ça peut être n'importe lequel, qui envoie directement de la database Oracle vers le RA. L'utilisation. L'utilisation, c'est important aussi que mon système de production ne soit pas impacté par mon backup. Des solutions sur le marché aujourd'hui, même des solutions de déduplication par exemple, qui vont faire que le système de production est impacté quand je fais ce type de backup. Est impacté dans sa performance, est impacté, donc je vais déplacer les heures. Mais en déplaçant les heures, je peux me retrouver à ne pas avoir assez d'heures pour pouvoir faire un backup. Donc on peut parfois déplacer le problème. Nous, ce qu'on va faire, donc ce qu'on va appeler souvent incremental forever, donc c'est ce qu'on appelle que les changements qui sont répliqués, que les changements qui sont envoyés sur le RA23, et une compression intelligente qui va se faire sur le RA23 pour un peu optimiser l'espace de stockage qui est occupé par ce premier full backup et tous les incrémentaux qui arriveraient. D'accord? Et l'autre élément qui n'est pas des moindres aujourd'hui, on entend tous parler de malware, de ransomware, qui peut amener à ce que ces solutions sur le marché peuvent être
réduite à néant si jamais on ne sait pas exploiter parce qu'il y a cela. Parfois, il y a des rançons qui sont demandées, comme on le sait tous, et il y en a même qui payent très vite pour espérer avoir la réponse, parce que même en payant parfois, il y a eu des cas où ça n'a pas été restitué comme espéré. On va permettre effectivement une solution très résiliente au niveau ransomware également, au niveau malware, pour garantir que quoi qu'il arrive, les chances de pouvoir restaurer sont quasiment garanties. Et donc ça, une résilience au malware et au ransomware. Et on va vérifier effectivement une des solutions, une des caractéristiques qui fait qu'un backup il peut être immuable, donc intouchable par n'importe quel mécanisme. Et on va même couvrir, si j'ai un peu le temps, ce qu'on appelle un air gap pour garantir justement une isolation, que même si un malware ou un ransomware devait arriver là, si j'ai une autre ERA qui est isolée, comment garantir que celle-ci ne puisse et soit hors scope et garantir un peu cela. Donc ça, c'est l'élément que j'ai expliqué. Donc dans le titre, c'est ce que vous voyez. On ne fait pas que des full backup, on en fait un initial et on fait ensuite que des incrémentaux. Ces incrémentaux, ils viennent autant de nécessaire et donc c'est que ces changements que je vais gérer. Donc je ne gère que ces changements. Donc là, je l'explique un peu rapidement. Le premier day, le day one, je fais du full, comme d'habitude. Le premier backup, il faut le faire, c'est normal. Mais que se passe-t-il sur les journées qui viennent après? Sur les journées qui viennent après, c'est comme si je prends une photo et je sais exactement quelle est ma référence, qui est le premier full, et ensuite je vais gérer les changements. Donc, tout changement de cette base, qui sont identifiés par des blocs à changer, on va avoir des pointeurs qui vont pointer sur un peu ces changements-là, et le cerveau de la RA23 va comprendre que à chaque changement, je vais les retenir et je vais les considérer. Et donc, c'est grâce à ce système-là que si je veux restaurer au 18e jour après mon full, j'ai eu tellement d'incrémentaux jusqu'au 18e, on va dire, j'ai fait 25 fois des incrémentaux et je veux restaurer le 18e. C'est cette intelligence qui va faire que je sais retrouver exactement les changements jusqu'au 18e jour et que je sais le restaurer grâce à un virtual restore qu'on peut faire également grâce à cela. Et donc ça, c'est une intelligence que l'on ne retrouve pas dans les solutions compétitives et qui fait que, j'occupe beaucoup moins de place, je suis plus rapide pour backuper et pour transporter cela, puisque je n'envoie que les changements, et je sais restaurer beaucoup plus rapidement, puisque j'ai reconstitué un full et le restore qui dépend des 17 jours précédents, pour rester dans l'exemple. D'autres solutions vont dire, non, moi je restaure mon premier full, et tous les backups incrémentaux, et si j'en rate un, je ne sais pas continuer. Et là, c'est un sacré problème qu'on peut avoir sur des solutions compétitives. Donc, cette solution va garantir cela. Encore une fois, on améliore les temps de backup, les temps de restore, effectivement, et même le réseau, s'il est impacté, parce que plus j'envoie de choses et plus j'impacte également mon réseau. Et l'autre élément que j'ai déjà mentionné, je n'impacte pas la production, je gère complètement mon RA23 qui garantit un peu cela, sans pour autant impacter la prod, puisque c'est au niveau de la mémoire de la prod que ça se passe et que ça discute également avec un RA23. L'autre élément que je voulais vous dire, j'ai parlé de l'élément de résilience, mais également se protéger par rapport à un ransomware. Donc, il est très, très important. Alors, ça, c'est un modèle qui n'est pas obligatoire, mais qui est un des plus résilients que l'on pourrait permettre. Et ce modèle-là dit, OK, quelle que soit ma database Oracle, quelle que soit sa version, quel que soit le système source, ça peut être un Exadata, mais ça peut être aussi des x86, ça peut être même des serveurs, des commodity servers qui viennent de nos compétiteurs. Tant que j'ai la database Oracle, je sais la backuper sur un RA23. Donc ça, c'est le premier élément. Les mécanismes, je les ai expliqués en disant du real-time transaction protection, incremental forever, puisque je n'envoie que des incrémentaux. Merci. Et puis, je fais, et puis donc là, effectivement, déjà, je peux avoir des policies qui définissent un peu combien de temps je veux garder ce type de backup, quelle est sa rétention, quel est ce type de choses. Et je peux même définir si certains backups sont immuables, ça fait partie aussi des paramètres que l'on fait, qui vont les protéger. Mais combien même, donc ce système est déjà plutôt protégé en tant que tel contre des malwares ou des ransomware. Mais si vraiment je veux à 10 000% me protéger, comment donc rajouter un autre RA23, c'est ce que vous voyez là, n'est-ce pas, qu'on peut également faire en tant que réplica, c'est-à-dire répliquer les données que j'ai sur mon premier RA23, les répliquer dans un data center plutôt protégé ou une salle plutôt protégée. Mais finalement, qu'est-ce que cela veut dire protégé? Ça veut dire que le réseau qui est entre
ce premier RA23 et ce deuxième RA23, il est plutôt contrôlé. Donc, ça peut être un firewall, ça peut être un contrôle de réseau qui fait que, effectivement, on n'a pas une connexion de réseau. Ces deux systèmes ne sont pas interconnectés tout le temps. Et de ce fait, c'est comme si je ne permets la réplication que dans des temps discrets, qui ferait que la majeure partie du temps, ce deuxième RA23, il est déconnecté du réseau. Combien même un malware arriverait à faire du mal, ou un ransomware toucher ce premier RA23, voilà comment je peux garantir que les données sur mon second RA23, en implémentant ce modèle, qui n'est pas obligatoire, qui est optionnel, mais qui est parmi les plus aboutis, ferait qu'on est protégé à 10 000% sur ce type de choses. Combien même un malware attaquerait celui-ci, ce qui est déjà peu probable, celui-ci serait protégé grâce à ce modèle. On appelle ça souvent, vous trouverez souvent l'expression air gap, qui veut dire de l'air entre ces deux, qui ferait qu'on n'est pas en mode continu. Donc, une attaque sur l'un ne toucherait pas, n'impacterait pas le second. On appelle ça souvent du air gap. Et aujourd'hui, les solutions les plus éprouvées sur ce marché contre du ransomware ou du malware, c'est souvent du air gap là-dessus. Et notre technologie l'embarque également. Voilà. On a voulu aussi vous proposer un exemple, et pas des moindres, donc le New York Stock Exchange, qui nous a fait confiance, qui avait une solution qu'il appelait Legacy, sans pour autant la nommer, et qui nous a fait confiance et qui a amélioré effectivement de 50 fois plus rapidement son temps de backup et effectivement sa performance également, et donc aussi un RTO qui a été amélioré de 5 fois plus juste en choisissant ce type de solution. Donc là, comme vous pouvez le voir, un système de production, c'est un Exadata, mais ça n'était pas obligatoire. Il se trouve que le NICE avait déjà aussi investi sur l'Exadata. On a un DR pour, on va imaginer ça comme un site de PRA, un data guard entre les deux pour la réplication. Jusque-là, on a parlé des databases Oracle. Comment se protéger? On avait un RA23 sur un site, un second RA23 sur le second site, et voilà même du tape qui est connecté à un des RA. Et cela aussi, on peut le contrôler totalement par un RA23. C'est le visu qu'un RA23 peut donner. Il peut donner qu'est-ce qui est backupé, à quel moment et où il se trouve, si ça se trouve sur l'un, sur l'autre ou même sur un tape. Et on a un visuel à partir d'un outil de monitoring qu'on a sur le RA23 pour avoir un visuel global sur l'ensemble de cette solution. Donc ça aussi, c'est important là-dessus. D'accord ? Donc, vous voyez un peu ce qu'on a pu obtenir grâce à cela. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que parfois aussi, c'est le temps de restore et la fiabilité du restore qui prime sur ce type de choix de solution, parce qu'on ne peut pas se permettre de restaurer parfois des heures et de se retrouver à dire non exploitable. Et c'est déjà arrivé, même sur de gros groupes qui avaient choisi d'autres types de solutions. Alors, pour résumer, donc effectivement, RA23, Recovery Appliance 23. 3 points importants. La résilience au niveau du recovery, n'est-ce pas? On a expliqué aussi cette manière continue de transporter les read logs pour garantir cela. L'incremental forever, il expliquait effectivement qu'on va réduire ce temps d'utilisation de l'infrastructure puisqu'on va permettre un incrémental qui est fait une fois le full et après que des incrémentaux et laisser la machine compiler un peu tout ça, n'est-ce pas? Réduire la partie backup, overhead et storage usage, puisque ça n'impacte pas la production, mais c'est le RA23 qui travaille pour vous, et surtout cette résilience donc, que je viens de parler au niveau des ransomware. Donc voilà, moi c'est le récapitulatif que je voulais vous faire, et avant de laisser la parole à Salim, je vais juste soulever le point de, aujourd'hui on a couvert jusqu'à maintenant toute la partie Exadata, la partie ODA que Salim a couverte, et ensuite moi j'ai fait cette partie protection qui est adaptée et à l'ODA et à l'Exadata. Mais là, on n'a parlé que de la database Oracle. Que se passe-t-il aujourd'hui, effectivement, pour avoir la full picture qui dit, mais oui, mais que se passe-t-il au niveau des applicatifs et du middleware? Et pour cela, je laisse la parole à Salim. Troisième et dernier point, donc on a vu la data dans la base de données, on a vu comment protéger cette donnée avec la Recovery Appliance. Maintenant, c'est sur la data côté applicatif, d'accord? Oracle, donc on l'a vu, fournit des solutions optimisées pour la base de données Oracle. Oracle fournit une solution pour la protection de la base de données Oracle. Ceux qui ne le savent pas, Oracle, depuis maintenant plusieurs années avec PCA,
Private Cloud Appliance et depuis quelques mois maintenant, Compute Cloud Customer, en fait, Oracle fournit aussi des solutions de type hyperconvergé pour héberger vos applications. Alors, quand on discute avec nos clients, notamment avec les équipes applicatives, le constat aujourd'hui, notamment avec l'explosion de la data, dont on parle maintenant de l'intelligence artificielle, et c'est le défi de demain, comment mon business peut s'adapter à ce besoin-là. On parlait de chatbot, etc., etc. Celui qui ne fait pas d'intelligence artificielle, il va être en retard au niveau business. C'est quoi l'impact? Côté applicatif, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours des applications de type monolithique. On va avoir l'utilisation d'API, du serverless, de la containerisation, etc. Et quand on regarde cette constellation-là chez un client, on voit que ça tourne sur des dizaines de serveurs, voire des centaines de serveurs, de VM, etc. Les nouvelles approches de développement, je pense que c'est des acronymes qui vous parlent. CICD, Continuous Integration, Continuous Development, tout ce qui est Terraform, tout ce qui est Ansible, etc. Il faut que je développe vite, il faut que je teste vite, il faut que j'ai un time to market qui soit extrêmement réduit. Quand on dit ça, c'est beau sur le papier, mais je reviens toujours au basique. L'informatique, c'est quoi? C'est du compute, donc processeur AMD, bien sûr, du réseau et du stockage. D'accord? Depuis le début de l'informatique, c'est ça. On fournit des solutions hyper convergées, l'Exadata, le modèle Cloud Customer qu'on fait de plus en plus chez nos clients. Et le Compute Cloud Customer, c'est des solutions de type hyper convergé. Vous avez le compute, le réseau et le stockage qui sont au sein de la même, du même rack. Quand on part sur un modèle Compute Cloud Customer, en fait, vous allez pouvoir, entre guillemets, avoir pas une seule personne, mais une équipe, entre guillemets, qui s'occupe des applications, entre guillemets, réduites. Pourquoi? Ce qu'a fait Oracle, notamment avec Compute Cloud Customer, c'est de apporter les bonnes pratiques qu'on a dans OCI. Donc OCI aujourd'hui, et c'est le chiffre que j'ai appris quand le VP Amit Kanda est venu il y a 2 jours, Oracle a maintenant 47 data centers, 47 régions OCI dans le monde. Donc, quand on compare ça avec nos compétiteurs, on a beaucoup plus de régions qu'eux. Et en fait, le modèle qu'on a en termes d'interfaçage, si vous allez sur la console OCI, et la même console qu'on a dans le Compute Cloud Customer, donc le rack se trouve chez vous, c'est exactement la même. Tout ce qui est API, ça va être exactement les mêmes. Donc, en termes de développement pour vos équipes DevOps, et il y a un exemple qui me vient, c'est on a discuté avec une grande banque qui me dit, moi aujourd'hui, j'ai une équipe applicative qui a 25 personnes seulement pour gérer les différentes versions de la base de données Oracle. Il faut que je maintienne du code, etc. Ça devient extrêmement compliqué. Comment vous pouvez nous aider avec notamment la partie API? D'accord? Donc, ce qui est intéressant quand on parle d'API Oracle, orienté cloud et avec du Compute Cloud Customer que vous pouvez avoir chez vous, le client nous dit, on va utiliser vos API, c'est vous qui les maintenez, c'est vous qui mettez les bonnes pratiques sur ce code-là, et nous, on va s'appuyer sur vos API. D'accord? Donc, on va enlever une grosse partie du code qu'on a chez nous, qui prend de la ressource humaine à maintenir, on va utiliser vos API. Point important, que ce soit sur Exadata, Recovery Appliance et Compute Cloud Customer, c'est l'espace au sol. On a vu tout à l'heure que sur AMD, c'était les processeurs, les cœurs qui consommaient le moins. Et maintenant, quand on discute avec nos clients, c'est 1, cybersécurité, 2, combien vous consommez. Maintenant, on a des scores, peut-être que vous le faites au sein de vos entreprises, on a des scores de type RSE. D'accord? Combien vos solutions consomment. Donc, quand on part sur l'hyperconvergé, et Stéphane nous a donné un exemple tout à l'heure, en fait, quand vous avez des centaines de serveurs, des milliers de VM pour certains clients, et que vous les consolidez sur quelques racks, vous allez consommer moins d'électricité, moins de cooling, etc.
Donc, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte quand on parle de politique RSE. Point important aussi, c'est que y a des clients qui sont intéressés par le modèle cloud, mais ils nous disent, bon, je vais pas mettre mes données critiques chez vous, d'accord? Mais j'aimerais me concentrer sur les valeurs, sur les tâches à valeur ajoutée qui sont vraiment la data, avec les solutions Compute Cloud at Customer, donc Oracle va gérer l'infrastructure pour vous et vous allez pouvoir vous concentrer sur l'utilisation de la data, qu'elle soit côté base de données, mais aussi côté développement applicatif. Sur Compute Cloud at Customer, vous pouvez mettre du Windows, c'est la solution entre guillemets la plus ouverte chez Oracle. On ne limite pas en termes de système d'exploitation. Si vous avez envie de mettre du SQL Server, du MongoDB, etc., vous pouvez parfaitement le mettre sur du Compute Cloud at Customer. En termes de consommation, donc, pour ceux qui connaissent un peu les shapes, donc les modèles de machines virtuelles qu'on a dans notre cloud d'Oracle, en fait, vous allez pouvoir, par exemple, créer une machine virtuelle. Vous allez donc créer votre VM avec un certain nombre de cœurs, un certain nombre d'allocations mémoire. En fait, vous allez être facturé à l'heure en fonction de ce que vous avez configuré. Pareil sur la partie stockage. Vous pouvez faire seulement du mode bloc, donc soit en mode performance si vous voulez du full SSD, soit en mode balance, donc avec des disques entre guillemets rotationnels et le flash qui est mis devant. Vous avez besoin de faire du file storage, NFS, SMB, vous pouvez le faire et vous allez être facturé sur cette consommation-là. On voit aussi de plus en plus de stockage objet, vous pouvez le faire sur la même machine. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez un load balancer qui est intégré. Je pense que vous le savez tous, un load balancer, ça coûte relativement cher. Il est embarqué dans la machine. Si vous avez envie de l'utiliser, vous allez être facturé à l'utilisation. Modèle hyperconvergé. Donc vous pouvez, entre guillemets, commencer petit. Quand je dis petit, on a quand même 552 cœurs de disponibles. On a 6,7 Tera de mémoire adressable et on a 150 Tera de stockage utile. D'accord? Donc ça, c'est pour la configuration de base. Et comme on est sur un modèle hyperconvergé, vous pouvez faire ce qu'on appelle du scaling. Donc à la demande, rajouter des ressources. Et quand on arrive au full rack, donc on a plusieurs milliers de cœurs, on a 80,4 Tera de mémoire adressable, on arrive aux 3 pétas de stockage utile. D'accord? Sur un espace au sol qui est réduit. Un cas d'usage qui est intéressant, et on le voit de plus en plus chez nos clients, notamment sur les clients Cloud Customer. Donc un client bancaire qui a besoin justement de moderniser son infrastructure, moderniser ses applications. On parle de Cloud Native Application, mettre en place du machine learning, de l'intelligence artificielle. Sécurité, je ne peux laisser mes données que dans mon data center, mais j'ai besoin d'adopter un modèle de type cloud. Donc, ils étaient déjà partis sur du Cloud Customer. Et le point important sur lequel j'aimerais revenir, c'est vous pouvez interconnecter directement les technologies. D'accord? Donc, on parlait de cyberattaque, de cybersécurité. Le moins vous exposez la technologie à votre réseau IP, plus elle est sécurisée. D'accord? Donc, vous pouvez avoir un Cloud Customer et une Recovery Appliance pour la partie sécurisation de mes données qui vont être interconnectés directement sans passer par votre réseau IP. D'accord? Et vous allez avoir justement la même chose avec Compute Cloud at Customer, avec une interconnexion directe avec un Exadata Cloud at Customer. Donc, vous avez une chaîne globale avec une exposition au réseau IP qui est minime, avec une latence et une bande passante qui est extrêmement importante. En résumé, donc, Compute Cloud at Customer, donc vous avez une infrastructure orientée au CI. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a ce qu'on appelle les fault domains, qui sont la méthodologie de protection, de résilience des serveurs dans nos régions OCI. En fait, vous allez retrouver la même dénomination qu'on appelle fault domain. Donc, tous les composants vont être redondés 3 fois. D'accord? Je vais avoir 3 computes
serveurs, 3 management nodes, 3 cellules de stockage sur la configuration de base pour justement transposer en termes de ce qu'on a dans OCI sur le Compute Cloud Customer. Haute performance, vous avez beaucoup de cœur, vous avez beaucoup de mémoire adressable, vous pouvez utiliser du SSD à la demande, c'est scalable, comme je le disais, vous pouvez faire du scaling et du scale-out si vous avez besoin d'un rack à côté. Vous pouvez utiliser les API, faire de l'infrastructure as code pour avoir un provisioning qui est extrêmement rapide. En termes de méthodologie de développement, vous pouvez mettre à la fois vos applications de type monolithique et ce qu'on a vu tout à l'heure, les nouvelles méthodes de développement au sein du même rack. On ne va pas vous dire avec Compute Cloud Customer, ce n'est pas compatible avec les anciennes applications. Non, vous pouvez parfaitement les mettre sur le système d'exploitation que vous voulez. Nous, par défaut, on va fournir de manière gratuite l'Oracle Linux. Si vous voulez mettre du Windows, vous pouvez parfaitement le mettre sur du Compute Cloud Customer. Et dernier point, c'est sur la partie management. Ce que je disais tout à l'heure, on a de plus en plus de clients qui ont du de l'Exadata Cloud Customer, qui sont clients OCI, qui vont être clients aussi Compute Cloud Customer. En fait, l'interface graphique, entre guillemets, elle va être commune, puisque ça va être la même que nos régions OCI. Donc voilà, c'était le dernier slide. Je vais te laisser la main à Mana. Merci. Je vais maintenant appeler Stéphane à nous rejoindre de nouveau pour cette partie questions-réponses. Salim, si tu voulais rester en fait avec nous, peut-être directement plus simple. Hop, donc, je rappelle peut-être ceux qui nous ont rejoints à la suite de l'événement. Il est possible donc toujours de communiquer vos questions. Pour ça, il faut utiliser le bouton Q&R qui se trouve en bas de votre écran et on va du coup les adresser en live. Messieurs, j'ai déjà plusieurs questions qui m'ont été posées et après on y reviendra aussi dans la salle. N'hésitez pas à vous manifester. Je pense surtout une question pour toi, Salim. On me redemande de préciser au final quelles étaient les versions de base OracleDB qui sont supportées sur une Recovery Appliance. Comme le disait tout à l'heure Jackie, en termes de version de base de données, je ne vais pas dire la 7i, mais on a des clients qui ont toujours de la 9G et vous pouvez toujours la sauvegarder, la restaurer avec une Recovery Appliance. Il y a aussi, point important, cette base de données-là, qu'elle soit sur du Solaris, qu'elle soit sur de l'AIX, du Windows, etc., elle peut être protégée sur une Recovery Appliance. Ça marche. Merci Salim. Une autre question, tu viens d'en parler, je pense que c'est arrivé avant la fin de tes key points, on va dire, sur la partie compute. Mais justement, je pense qu'il est bon de repartager. Au final, il y avait beaucoup d'informations. Les principaux avantages, les 2-3 points clés que l'on peut retenir de cette solution Compute Cloud Customer. Si on doit retenir, je vais dire 3 points, c'est élasticité, liée à la performance, ouverte, c'est-à-dire que vous pouvez mettre n'importe quel type de workload, puisqu'on va être sur de la VM, entre guillemets, classique, et sécurité. L'équipement est effectivement orienté cloud, mais il se trouve dans vos data centers, derrière vos firewalls, et interconnecté directement sur votre réseau en termes de latence, donc proche de votre base de données. Voilà, c'est les 3 points sur lesquels je résumerai cette technologie. Merci Salim. Je ne sais pas si dans la salle on a d'ores et déjà des questions. Sachez après, de toute façon, les intervenants sont à votre disposition. La première qui est la plus compliquée. Une question, peut-être question pour toi, Stéphane. Au final, on parle beaucoup d'infrastructure, etc. C'est quoi l'avenir de Systems? J'ai 2 heures? Non? Bon. On a pu le voir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais déjà, premièrement, moi, je voudrais remercier ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui, ici sur notre siège à Colombes. Puis pour ceux qui sont à distance, je sais qu'ils sont nombreux. Tout simplement parce que déjà, chez Oracle et chez Cloud Systems,
on a forcément une relation particulière avec tous nos clients. Cette relation, elle est particulière parce que déjà, elle est physique. Elle est physique, comme l'a très bien rappelé Salim, l'informatique, depuis la nuit des temps, il faut en effet quand même, au-delà en effet de toute l'intelligence qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, il faut quand même des supports physiques. Et même lorsqu'on parle de cloud, et c'est vrai qu'Oracle, c'est Cloud First aujourd'hui, il ne faut pas oublier que derrière, nous avons de l'environnement matériel nécessaire. Et cet environnement matériel, il doit être performant, sécurisé, il doit être fiable, il doit être intelligent. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il doit être en plus pour vous, organisation, grande entreprise, tout type de structure, il doit être vert, il doit en effet combattre tout ce qui est changement climatique. Et donc, moi, l'avenir de Cloud System, je le dis d'autant plus objectivement que et ça coïncide avec une actualité qui est très forte, il est extrêmement radieux puisque on va être utilisé chez nos clients dans le cloud partout. Il ne faut pas oublier que le tout premier fournisseur Cloud System, c'est Oracle lui-même. C'est Oracle lui-même. C'est-à-dire que nous, Oracle, nous faisons tourner avec nos propres environnements, nos propres infrastructures, nos solutions SaaS qui servent des applications stratégiques chez nos clients. Aussi bien sur la finance, aussi bien sur la partie HR. Donc, nous avons des ambitions. Salim confiait qu'avec 47 data centers, je peux vous assurer que les informations que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on va plutôt être très, très rapidement proche d'une centaine de data centers très rapidement. Donc, il est radieux. Il est radieux, mais ça, c'est grâce à vous, nos partenaires, nos clients. On a aussi, il faut qu'on parle des partenaires. Les partenaires, ce sont des acteurs extrêmement importants pour Oracle, puisqu'ils connaissent parfois de manière très différente de nous, vous, clients. Donc, on a besoin en effet de travailler en synergie. On est 3, souvent. Nous avons besoin de travailler en synergie avec nos partenaires. Merci encore Cyril. Nos partenaires technologiques qui vont continuer à nous améliorer dans la partie verte de la technologie interne Oracle. On a besoin. Je discutais avec un très grand acteur de l'énergie cette semaine qui nous confiait, nous allons sortir une calculette verte pour nos fournisseurs. Il me tarde en effet de pouvoir taper avec eux les chiffres ou les composants qui fait quel score on va sortir. Donc voilà, un peu long, excuse-moi Manon. Tu t'en es bien sorti. Voilà. Donc merci Stéphane. Je regarde, je ne vois pas d'autres questions. Dans tous les cas, pour ceux qui sont à distance, parce qu'on va bientôt maintenant clôturer cette première partie de la matinée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous l'avez normalement tous reçu pour le lien de connexion si vous avez d'autres questions. L'événement étant enregistré, on vous partagera donc les supports de présentation et le replay d'ici quelques jours. Écoutez, je vous remercie de nouveau pour nous avoir rejoints en virtuel et je vous souhaite à tous à distance une très, très bonne suite de journée. Merci.